Bienvenue sur Horrat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Saïd Saadi, un ancien ministre, plus exactement secrétaire d'État chargé de la protection sociale, de la famille et de l'enfance dans le gouvernement de Si Abdelrahman Yousfi. Si Saïd Saadi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous êtes docteur d'État en gestion des entreprises. Vous étiez professeur à l'ISCAE. D'ailleurs, j'ai eu l'immense plaisir d'assister à vos cours. J'étais votre étudiante à l'époque. Vous êtes également professeur à la faculté des sciences économiques de Casablanca et de Marrakech. Vous êtes actuellement consultant. Vos domaines de prédilection, c'est l'économie politique, le genre, son développement, la gouvernance locale et les mouvements sociaux. Donc, on vous a connu en tant que ministre, mais vous avez une longue expérience dans l'enseignement. Vous êtes un enseignant d'abord à la base, je dirais un professeur. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est le partage de la connaissance et l'amour du savoir. Et il faut dire que en tant que jeune adolescent, j'assurais des séances de soutien à mes petits cousins. D'accord. J'avais à peine 16 ans, 15 ans. C'était aussi une manière pour moi de faire de l'argent de poche. D'accord. Donc c'est la vocation, elle est née à ce moment-là. Oui, absolument. Et puis je voulais faire de la recherche. Et dans le temps, faire de la recherche, il fallait aller à l'université. Et donc, petit à petit, je me suis fait mon petit chemin. Et j'ai démarré d'ailleurs très jeune. J'ai démarré l'enseignement à l'ISCAE à l'âge de 22 ans. D'accord. Voilà. Donc j'avais des étudiants qui étaient plus âgés que moi en pas classe. Moi. Non, pas vous, mais je vous parle des années 70. Oui, non, mais je plaisante. Et là, parfois, ça me posait pas mal de problèmes. Donc, pour avoir un peu de légitimité. Oui, et puis un sentiment de défiance de la part de mes étudiants par rapport à ce jeune garçon. Vous étiez un professeur plutôt sévère ou plutôt cool, ou vous avez un peu J'étais évolué? plutôt strict. Enfin, parfois, je donnais l'impression d'être sévère, mais c'était en fait pour la bonne cause, parce que j'étais très bienveillant et je tenais beaucoup à ce que mes étudiants assimilent mes cours et soient satisfaits de la qualité de l'enseignement. Donc, il y avait un côté sérieux dans ma manière d'approcher ce métier-là, et j'estime que c'est le plus noble métier au monde. Je confirme. J'ai bien retenu la gestion financière. Alors, redevenir enseignant, après avoir été ministre, ça fait quel effet? Rien du tout. Ça ne change rien. Du tout. Sauf que peut-être que le fait de ne plus être exposé au salam alek quotidien et aux signes de déférence et de sidi. Donc, pour moi, non. J'ai retrouvé mes ouailles, j'ai retrouvé mes étudiants, j'ai retrouvé mes anciennes habitudes, sans trop de problèmes du tout. Et vous êtes aussi activiste de la société civile et militant du PPS. Je ne le suis plus. Justement, vous avez quitté ce parti. Pourquoi? Pour quelles raisons? Bon, pour plusieurs raisons. Je ne veux pas être critique par rapport à la direction actuelle du parti, mais je trouve que les alliances un peu bizarres, un peu improbables, une certaine dérive droitière. Et puis qui s'est manifestée de manière éclatante avec l'alliance avec le PJD, alors que ce sont deux partis qui ont deux projets de société complètement différents. Antagoniques, tant bien sur les valeurs que pour ce qui est du programme économique et social. Les islamistes sont néolibéraux sur le plan économique et très conservateurs en matière de valeurs. Et puis surtout pour vous qui êtes aujourd'hui connu pour avoir été le défenseur du fameux plan d'action national pour la promotion et le développement des femmes, c'était quand même un peu bizarre, puisque vous avez beaucoup milité en tant que ministre. Vous avez eu un courage politique qui était très très fort à l'époque pour défendre ce plan. Et vous avez eu un petit peu le sentiment d'avoir été lâché. Mais avant d'en parler, j'aimerais bien
justement pour nos téléspectateurs et surtout la jeunesse aujourd'hui qui méconnaît un petit peu cette période qui était quand même une période assez charnière. Hein. Je parle de l'alternance 97, donc là où vous avez été ministre, la marche 2000, ensuite la réforme du code de la famille en 2003-2004. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce code de la famille aujourd'hui ? Juste avant de passer à cette question, je voulais juste dire que le fait de prendre du recul par rapport à la politique, c'est aussi un désir bien réfléchi, parce que je considère que nous avons besoin de nous impliquer dans le combat des idées. Et que la question de la réflexion, des alternatives économiques, sociales, politiques, mérite qu'on s'y attarde, alors que le politique est pris par le court terme, tout à fait, par l'immédiateté. Et donc, par rapport à cette question-là, je voulais absolument prendre du recul. Sinon, pour revenir effectivement à l'histoire du plan d'intégration de la femme au développement, je dois dire que j'ai hérité d'une initiative qui avait été prise par feu Madame Zulekha Nasri. Merci de le dire. Très peu de gens le savent aussi. Mais bien sûr, on doit lui rendre hommage pour une grande dame. Et donc, j'avais une esquisse de projet que j'ai repris. J'étais très ambitieux et en même temps très content de trouver une esquisse de projet d'intégration de la femme au développement. Et on s'y est mis, peut-être l'originalité, c'était le fait de travailler avec la société civile, notamment avec le mouvement féministe. Qui était très actif à l'époque aussi. Absolument, c'est lui qui a porté la question pendant des décennies. Tout à fait. Alors que la classe politique était sur un autre registre. Et donc on a travaillé pendant 11 mois pour confectionner ce plan. Et c'est un plan qui a connu la participation aussi des départements ministériels concernés, y compris les affaires islamiques. Oui. De sorte que les propositions qu'on avait faites avaient fait l'objet de consensus au niveau des ateliers que nous avions organisés. Nous avions organisé 8 ateliers pendant 11 mois. Et la présentation officielle s'est faite en mars 1999, en présence du Premier ministre, de la conseillère de Sa Majesté le roi Hassan II, de plusieurs ministres, de tout le Gotha du mouvement féministe. Donc il y avait une sorte de consensus autour de ce plan. Absolument. Qui avait combien? Plus de 112 mesures, 116 215 mesures. 215 mesures. Dont seulement une dizaine portaient sur la réforme de la Moudouana, du code du statut personnel. Et donc là, ça a été la bérésina, ça a été la levée des boucliers. Oui, absolument. J'allais dire qu'on nous attendait au tournant. Alors que moi, vraiment, j'ai été très surpris par la violence des réactions du mouvement conservateur au Maroc, alors qu'il s'agissait d'un plan multidimensionnel. Et pour ce qui est de la réforme de la Moudouana, on avait envisagé de créer une commission pour valider nos propositions. Et la commission devait être pluridisciplinaire, avec des fuqaha, des sociologues, des médecins, des économistes, oui. Parce qu'effectivement, la question de la Moudouana, elle a aussi une dimension économique et sociale. Absolument. Ce n'est pas seulement le côté religieux de la question qui pouvait déranger. Exact. Que certains, encore faut-il que faire preuve j'allais dire, d'ouverture, d'esprit et d'essayer de lire les textes fondamentaux avec les yeux de la fin du XXe siècle. Absolument, oui. Et donc, heureusement, on a eu donc, des alliés réformateurs de la trempe de feu Abdelhadi Boutaleb, de Ahmed El-Khamlichi, professeur El-Habti, professeur Hafez, qui nous ont beaucoup aidés en matière de propositions alternatives et de défense des mesures qu'on avait proposé pour réformer le code de la Moudouana, le code du statut personnel. Et donc, il y a eu une dynamique et un débat passionné, parfois passionnel, mais sans sortir. Dur, mais quand même avec un caractère pacifique. Parce qu'on a eu 2 marches. Mais
qui était effectivement complètement pacifique. Pacifique, tout à fait. Et c'était une Et première là, dans l'histoire. c'était une première dans l'histoire du Maroc. Et personne n'a relevé cette question-là. On a relevé juste le fait que Saadi voulait créer la zizanie au sein de la société marocaine. Charf el-Moujtama, vraiment, malheureusement, ça m'a été dit de la part de certains politiques. Oui, alors que c'est vrai que vous avez raison de le souligner, ces marches étaient pacifiques et puis celle de Rabat était spontanée. Et elle avait réussi quand même à réunir 300 000 personnes dans les rues de Rabat et c'était un moment qui était magnifique. J'ai eu la chance de le vivre. Et voir des pères avec leurs filles dans les bras pour plus d'égalité, pour plus d'émancipation, c'était un moment très très beau. Et je trouve que même les médias occidentaux n'ont pas suffisamment souligné ce côté-là progressiste. Ils se sont plus attachés à montrer le côté un peu obscurantiste, un peu militaire. Conservateur. Exactement. Et donc c'est peut-être eux qui ont exacerbé ces... Et puis on a eu un débat religieux très intéressant. Tout à fait. Sur les différentes écoles de pensée islamique, Mohamed Abdou au XIXe siècle, qui était très progressiste par rapport à l'époque, Al-Fassi, qui aussi militait pour appeler à l'interdiction de la polygamie. Donc, il y avait une pensée réformatrice qu'il fallait réhabiliter. Et ça, malheureusement, ça n'a pas été relevé par les analystes et par les médias. On avait juste mis l'accent sur la montée de l'islamisme, c'était à la mode, en fait. Oui, en fait, c'était un mouvement qui faisait un peu peur à tout le monde. Mais pas l'Occident. Peut-être l'Occident, vous voyez dans l'expérience marocaine, peut-être un tournant pour préparer les islamistes à monter, à passer aux affaires. Oui. Et est-ce que vous avez des regrets par rapport à cette période-là, justement, ou pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Non, pas de regrets. Peut-être le fait d'avoir pas eu la possibilité d'utiliser les médias et de passer dans les organes publics comme je le souhaitais, pour faire connaître le plan, pour faire connaître nos propositions. Les médias sont incontournables pour ce genre de dossier. Bien sûr. Là, il y avait un blocage. Et les gens étaient un peu crispés. Je suis passé une seule fois avec Melika Malak, sur 2M, et c'est tout. Alors qu'il fallait expliquer aux gens le fond de nos propositions, comme quoi on n'était pas contre l'islam, on était au contraire pour un islam progressiste, moderne. Éclairé. Éclairé, absolument. Et qu'il fallait juste avoir le courage de pratiquer le jihad. Tout à fait. L'effort de réflexion personnelle. Exact. Qui est consigné d'ailleurs dans toutes les écoles de pensée islamique. Alors aujourd'hui, ce code a presque 20 ans, 18 ans on va dire, 18 ans et demi. Beaucoup le considèrent aujourd'hui comme obsolète. Oui, pratiquement 20 ans, parce que la réforme avait été présentée par Sa Majesté le Roi en 2003. Tout à fait. Donc en octobre 2003. Oui. En octobre 2003, il y a eu donc le fameux discours du roi sur la question donc, de la réforme du code, de l'adoption du nouveau code de la famille. Donc c'est pratiquement 20 ans. Donc il est temps de faire le bilan. Il est grand temps de faire le bilan. Alors justement, quel bilan peut-on en tirer aujourd'hui? Quels sont les points qui doivent absolument évoluer, changer? De qui doit venir ce changement ou ces propositions de changement? Parce que la période justement dont on parlait, c'était une période où il y avait un foisonnement d'idées, idées progressistes ou idées pas progressistes, c'est pas grave, mais on sentait qu'il y avait quand même un espèce de bruissement, de mouvement, d'espoir, une dynamique finalement de la société marocaine dans son ensemble. Donc aujourd'hui, pour revenir à ma question, quels sont ces points qui doivent changer, évoluer, et comment et par qui? D'abord, il faut mentionner le fait que le nouveau code de la famille n'a pas instauré l'égalité totale entre l'homme et la femme. En fait, c'était un pas dans le bon sens. Oui. Par exemple, on a supprimé la tutelle matrimoniale au moment du mariage de la jeune fille.
On a adopté l'égalité de l'âge au mariage pour le garçon et pour la fille. Mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout respecté, avec le mariage des mineurs. Et en même temps, on a laissé la porte ouverte au mariage des mineurs. Donc, en quoi il y a plein de contradictions dans ce nouveau code de la famille. Et en même temps, la pratique a montré que beaucoup de défaillances, notamment pour ce qui est effectivement de ce fléau de mariage des mineurs, des filles mineures. On est pratiquement à 40 000 par an. Oui. Il y a beaucoup c'est énorme. de juges. Et puis la pratique de la polygamie qui continue à avoir libre cours, la promesse de la garde des enfants, l'égalité parentale en matière de garde des enfants, la question de l'héritage aussi. Elle n'a pas du tout été abordée, cette question. Du tout, non, du tout. Donc, comme quoi, par rapport à l'évolution de la société, je crois qu'il est grand temps de s'approprier ces questions et de les poser sur la table et de discuter de manière sereine sur les voies et moyens pour aller de l'avant. Et parce que il y a des défaillances énormes dans le nouveau code de la famille. Et 20 ans de pratique, c'est le moment. Il a montré ses limites. Déjà, il n'était pas suffisamment égalitaire, comme vous dites, au départ, et il a montré ses limites. En fait, ce qu'on peut dire, le gain qu'il y a eu, c'est, en fait, pour les femmes à l'époque, c'était, comme vous dites, le mariage à 18 ans, pour les hommes comme... Je parle aussi du concept de l'obéissance, parce que philosophiquement, c'était important. On avait enlevé... pas seulement, aussi ta'a, la déférence pour les parents et les beaux-parents. La déférence, la tutelle. Tout à fait. Le qiwama. Oui. Donc, le nouveau code de la famille a institué l'égalité en matière de responsabilité familiale. Mais pour l'époux et l'épouse. Mais cette égalité... pour la gestion des affaires du foyer. Mais tant que le couple est maintenu. Et là, absolument. Parce que c'est là où on se rend compte que l'égalité, en fait, pour la femme célibataire ou la femme divorcée, elle n'existe plus. On est égaux, à la limite, pendant le mariage. Oui, absolument. Donc il serait peut-être temps de parler d'un code de la femme, et non pas de l'épouse. Oui, le code de la femme, effectivement, quel que soit son statut matrimonial, vous avez parfaitement raison. Mais les questions qui reviennent le plus souvent sont celles que je viens de mentionner. En fait. C'est par rapport à la question de la garde des enfants, par rapport à la question du mariage des mineurs, la polygamie, l'héritage. Ce sont les questions qui reviennent le plus souvent. Donc, Vous avez déclaré aussi récemment que ces demandes de changement doivent provenir de la société civile. Pourquoi ? Quel est le rôle du gouvernement donc pourquoi le gouvernement ne prendrait pas en charge ces questions-là ? Il faut d'abord caractériser le gouvernement, comment il est constitué. Quels sont les partis politiques qui portent le projet gouvernemental, quel est leur agenda. Parce que le contexte de l'époque était un contexte très favorable avec l'arrivée du gouvernement d'alternance, une certaine majorité relative pour le camp progressiste au sein du gouvernement d'alternance, l'idée d'égalité des sexes qui était bien mise en valeur dans les programmes des partis progressistes de l'époque. Mais aujourd'hui, après 10 ans de PJD, nous avons quand même un gouvernement qui a fondé son programme sur le nouveau modèle de développement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau modèle de développement et en particulier par rapport à la question des femmes ? Personnellement, je vais être franc, j'ai été déçu par la manière dont le nouveau modèle de développement a abordé la question de ce qu'il a appelé l'autonomisation économique de la femme. Consacrer 2 pages seulement sur 152 à la question de l'égalité de genre, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et puis, en même temps, j'ai senti une certaine frilosité. Par exemple, pour la question de l'interdiction du mariage des mineurs, on dit qu'il faut consulter les fuqaha, il faut créer un comité qui puisse commencer à réfléchir, alors que c'est une question qui est d'une brûlante actualité. On a réfléchi, ça fait 50 ans. Absolument, et c'est un fléau. Ouais. Qui condamne des milliers de jeunes filles à leur avenir, leur droit à l'école. Tout à fait.
On peut pas vraiment faire des propositions de ce type-là au XXIe siècle. Mais il faudrait un vrai courage politique pour s'attaquer à ces questions-là, notamment celles que vous avez soulevées tout à l'heure, les questions de l'héritage, les questions d'interdiction de la polygamie. Donc il faudrait un gouvernement... Mon espoir, il est basé sur le rôle de la société civile. Parce que c'est elle qui a porté cette question pendant les décennies passées, et c'est elle qui peut aujourd'hui faire bouger les choses et secouer le cocotier, parce que c'est effectivement, on a besoin d'audace, on a besoin de courage sur ces questions-là. Ce sont des questions sociétales, ce sont des questions qui sont liées aux mentalités, à la dimension socioculturelle. Mais pourtant, la société civile, beaucoup disent qu'elle n'a pas été extrêmement active ces dernières années, un peu frileuse, un peu silencieuse même, faisant en sorte juste, on va dire, de conserver les acquis plutôt que d'aller au front et de demander de nouveaux changements. En revanche, on assiste aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, à une nouvelle forme de militantisme. Ce sont les militantes 2.0, donc qui sont sur Internet, sur les réseaux, qui se constituent un petit peu comme des militantes, qui demandent des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous suivez un petit peu ce qui se passe? Le mouvement Mali, par exemple, oui, bien sûr, les jeunes doivent poser leurs problèmes et doivent effectivement se les approprier, être actifs. Et les réseaux sociaux sont un vecteur important de militantisme. Mais je dois juste souligner que les associations féministes ont commencé à bouger ces derniers temps pour exiger une réforme du nouveau code de la famille. Elle pose d'ailleurs ces questions-là que nous venons de soulever. Il ne faut pas oublier non plus le rapport du Conseil national des droits de l'homme de 2015. Tout à fait. Sur l'égalité et la parité. Parce qu'il y a eu justement la nouvelle constitution et la parité n'a pas été mise en application, ni la PALD. Et bon, je sais qu'il y a aujourd'hui un mouvement La question de l'héritage qui avait été posée par le rapport en 2015, et il fallait s'approprier ce rapport-là, ce qui n'a pas été fait. Si aujourd'hui vous étiez ministre, vous referez la même chose, c'est-à-dire vous allez consulter, vous allez vers le terrain, vous allez entendre les propositions? Absolument, absolument. Moi, j'ai le militantisme dans l'âme, et j'estime qu'il n'y a pas mieux que le terrain. Bien sûr, il faut réfléchir, il faut prendre du recul, mais il faut en même temps chercher le partenariat. Oui, il y a le partenariat. C'est vrai qu'on dit la société civile. Je veux dire, la société civile, les mouvements sociaux, les médias. Mais aussi, mais des gouvernements, enfin le gouvernement aussi qui est en place doit faire preuve d'un courage politique. À un moment donné, on tranche, on décide. Mais le gouvernement actuel n'a pas inscrit cette question de la réforme du Code de la famille dans son programme. Et donc, comment on va faire? Il faut faire pression. Il faut faire pression. Il faut faire du lobbying, aller vers les députés, les parlementaires, peut-être aussi approcher l'État au plus haut niveau pour effectivement faire avancer cette question-là. Parce qu'il en va de l'avenir du Maroc et c'est une question civilisationnelle. Oui, c'est une question d'actualité, de modernité. Et aujourd'hui, de civilisation. Tout à fait. Les sociétés sont jugées, enfin le degré de civilisation d'une société est mesuré à travers la place de la femme dans la société. Absolument. Ma question suivante, je devais vous demander si vous étiez féministe, mais je crois qu'elle est inutile, non? Non, mais bien sûr, moi je trouve que c'est une question qui est stratégique pour le développement du Maroc et pour aussi la mise en œuvre des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, c'est les droits de la femme aussi. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas parler de démocratie alors que la moitié de la société est complètement marginalisée. Donc c'est vraiment hypocrite de parler de démocratie, alors que plus de la moitié de la société voit ses droits bafoués. Et donc être féministe, c'est tout simplement militer contre l'inégalité et les discriminations de genre. Et c'est aussi s'exprimer de manière courageuse sur les questions qui peuvent fâcher. Et ça rend service aux hommes aussi, parce qu'on oublie souvent de dire que le féminisme sert aussi la cause des hommes.
parce que... Mais les hommes ont beaucoup de privilèges. Oui, mais... Et ils ne veulent pas en être dépossédés. Pas tous les hommes, heureusement. Justement, parce que là, heureusement. aujourd'hui, on assiste à des prémices, c'est-à-dire des hommes qui, justement, en ont marre de porter seuls des responsabilités, notamment financières, quand il s'agit de se marier. Et puis, voilà, ils veulent renouer eux aussi avec leurs émotions. Oui, c'est positif et c'est encourageant, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont schizophréniques. Oui, là, c'est clair. Qui peuvent pratiquer la chose et son contraire. C'est clair qu'on ne parle pas de la totalité de la population. Alors, ma dernière question, puisque nous sommes donc dans une émission qui s'appelle Horat, et que vous avez joliment traduit tout à l'heure, est-ce que vous pouvez me dire, donc pour vous, Horat, ce que ça veut dire, et qu'est-ce que la liberté pour vous? La liberté... Enfin, il ne peut pas y avoir d'égalité sans liberté. L'égalité des sexes est conditionnée par la liberté. La liberté pour la femme de travailler, la liberté de la femme de s'occuper de son corps et de l'utiliser comme elle veut, le droit à l'autonomie financière, à l'indépendance financière, et donc le droit à l'émancipation. Tout à fait. La liberté, c'est l'émancipation. Or, l'émancipation exige une refonte totale des structures économiques, sociales, politiques et idéologiques. Le patriarcat. Absolument, le patriarcat. Tout à fait. Bien dit. C'est ce qui résume. Donc, il faudra lutter contre ce fameux patriarcat. Le capitalisme aussi. Absolument. Et je trouve que ça se marie bien, oui. Lutter contre le capitalisme et le capitalisme patriarcal. Et donc, pour vous, en tant qu'homme, est-ce que vous vous considérez comme étant un homme libre dans cet environnement? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, beaucoup de souffrances autour de moi, de manière générale, et surtout par rapport à la question de la femme et à sa place dans le foyer et dans la société. Merci encore, et j'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau pour discuter de l'éventuelle réforme du Code de la famille pour davantage de liberté et d'égalité. Ce sera avec plaisir. Merci encore. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Vous pouvez également la voir et la revoir sur nos réseaux sociaux et la partager entre vous. Bonne continuation des programmes sur M24. À la prochaine.